normalement, chez nous, le triple A, c'est pour l'andouillette. Normalement, on n'en a rien à foutre qu'une société privée américaine nous fasse du triple A ou du double A. Alors le sommet du G20, il y en a tout le temps maintenant. Plus la crise s'accélère, plus il se convoque et se reconvoque tous les 15 jours, tous les 3 jours. Le dernier épisode, c'est le Premier ministre grec, qui d'ailleurs est socialiste. C'est marrant de voir que le type, on découvre qu'il est socialiste, tellement plus rien à dire, qui dit effectivement, parce que je pense qu'il subit une pression terrible de sa propre population. Et là, je fais remarquer qu'aujourd'hui, les politiques, qui ne sont jamais que des prête-noms du pouvoir bancaire, sont envoyés, payés un peu à coups de voiture de fonction, de pute, comme on l'a vu avec DSK, et d'un peu d'argent, effectivement, de rétro-commission, donc ils se font un petit bas de laine. Mais aujourd'hui, leur boulot devient de plus en plus dur, parce qu'il faut qu'ils mentent en permanence à leur peuple, qui sont chargés de saigner à blanc pour le pouvoir bancaire. On refera le lien entre la faillite de la Grèce et le jeu qu'a joué Goldman Sachs depuis des années. Tout commence en 2001. La Grèce rentre de justesse dans la zone euro. Pour répondre aux critères draconiens européens sans trop se serrer la ceinture, elle fait appel aux experts de Goldman Sachs. Diminuer sa dette tout en continuant à dépenser, c'est possible. Goldman Sachs prend 10 milliards de dettes émises en dollars et en yens et les transforme en 9 milliards de dettes apparentes et 1 milliard de cash, le tout en euros. L'astuce, utiliser un taux de change sur mesure. Mais ça ne suffit pas. Goldman Sachs crée alors un produit financier et permet au pays de toucher de l'argent tout de suite en vendant ses recettes de demain, taxes d'aéroport ou loterie. Pour ses bons conseils, la banque empoche 300 millions de dollars de commission. La dette grecque est camouflée, le pays peut continuer à dépenser. Il y a quelques mois, Goldman Sachs aurait proposé à la Grèce de refaire le coup. Le pays a refusé. Sa situation financière l'inquiète déjà beaucoup. Ce que la Grèce ignore, c'est qu'au même moment, la banque américaine parie sur un défaut de paiement d'Athènes en achetant des CDS, sorte d'assurance contre le risque. En clair, Goldman Sachs joue sur tous les tableaux. Goldman Sachs, ou l'art de gagner à tous les coups. Comme banque conseil, elle pousse au crime. Comme banque de marché, elle en profite. La faillite de la Grèce, c'est Goldman Sachs. Et Goldman Sachs, c'est qui? C'est quoi? Je citerai le patron de Goldman Sachs qui s'appelle Lloyd Blankfein, un nom pas très catholique que j'ai du mal à prononcer, et qui sort une phrase absolument d'une beauté parfaite qui dit « Je ne suis jamais qu'un banquier qui accomplit le projet de Dieu ». Récitez cette phrase, retournez-la dans tous les sens, faites-la rouler dans votre cerveau et essayez d'en comprendre toute la puissance de révélation et d'honnêteté profonde et surtout de religiosité intégrale. Comme quand Emmanuel Valls nous dit « Socialiste français, je suis éternellement attaché à Israël ». Pourquoi, monsieur, êtes-vous éternellement attaché à Israël en tant que député socialiste français ? Voilà, on n'est pas loin on est dans la religion chaque jour un peu plus. Voilà, donc ce pauvre monsieur Papandréou, je crois, a dit je vais faire un référendum parce qu'en gros, au moins, c'est un peu Ponce Pilate qui dit je m'en lave les mains. On sait très bien que le référendum, le peuple grec va dire non, évidemment, à la saignée. Alors là, d'un seul coup, tous les démocrates européens disent surtout pas de référendum, surtout pas consulter le peuple, c'est antidémocratique. Maintenant, on arrive effectivement à ce qui est l'axiome de la démocratie réelle, que De Gaulle avait voulu placer au centre de la Ve République pour sortir de la merde de la IVe République, qui est une période de domination d'ailleurs dont on peut parler, domination communautaire intégrale et éhontée. Il met le référendum populaire au centre de la démocratie, et c'est ça qui fait que les Suisses sont une démocratie qui peut nous donner des exemples, c'est le référendum d'initiative populaire, etc. Là, tous les démocrates de gauche et de droite disent surtout pas de référendum, consultez le peuple, quelle horreur, c'est la voie vers le fascisme. J'adore ça, les médiations, puisque c'est le peuple, populisme, fascisme. Donc aujourd'hui, consulter le peuple, c'est le fascisme. Donc l'antifascisme, c'est enculer le peuple, le saigner à blanc, sans jamais le consulter, au service de l'oligarchie bancaire judéo-protestante. Voilà. De Goldman Sachs. Voilà, c'est ça, en gros. Donc on est bien dans une inversion de toutes les valeurs, qui n'est même pas celle de Nietzsche, mais qui est celle de Satan. Satan, c'est ça. C'est le Christ.
Le symbole de Satan, c'est la croix du Christ à l'envers. Hein. Tout est à l'envers. Voilà, tout est à l'envers. Hein. On a vu aussi avec les déclarations de Caroline Fourest sur l'opération libyenne. Tout est à l'envers. Hein. Voilà. Mais c'est bien, ça prouve qu'on s'approche de la fin des temps. Là, je suis à la fois un type qui s'amuse avec les contradictions en se servant de l'outil laïque et rationnel du logos, mais je suis quelqu'un qui se rappelle bien des écrits eschatologiques sur la fin des temps, des 3 religions abrahamiques. Hein. Toujours cette convergence qui est un peu trop complexe pour Michel Colomb, même d'ailleurs, je dirais aussi pour Emmanuel Todd ou Michéa. Hein. Ils y vont pas. Hein. Soit c'est trop compliqué pour eux, soit ça leur fout la trouille, et surtout je pense que c'est dangereux, c'est risqué, c'est commencer à rentrer dans la pensée dangereuse. Eux, ils restent dans la pensée confortable, c'est leur problème. Enfin, voilà. Donc Papandréou veut faire un référendum, alors qu'il est quand même Premier ministre de son pays. Il est convoqué par le G20 comme un mauvais élève pour se faire taper sur les doigts. Le dossier grec va dominer l'avant G20 à Cannes. Le référendum annoncé par surprise lundi par le Premier ministre Georges Papandréou sur le plan de sauvetage financier de la Grèce a provoqué un vent de panique. Les marchés ont dégringolé hier. Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ont été pris de court et ont sommé leurs collègues grecs de venir s'expliquer. La France et l'Allemagne ont pris l'initiative de réunir demain, avant l'ouverture du sommet du G20, l'ensemble des institutions européennes ainsi que le Fonds monétaire international pour examiner avec le Premier ministre grec les conditions dans lesquelles les engagements pris seront tenus. Et évidemment, il revient en arrière. Bon, finalement, il n'y aura pas de référendum. Alors, soit c'était une astuce pour essayer de se dédouaner par rapport à son peuple, Ponce Pilate, je m'en lave les mains, soit c'était pour dire, voyez, vous, là, le G20, j'ai les moyens de faire péter l'Europe quand je veux, en faisant un référendum, et n'importe quel chef d'État des 27 pays d'Europe qui a le courage d'organiser un référendum d'initiative, de consultation populaire, par le suffrage universel, sait que ça fait péter l'Europe. Hein. Donc c'est la menace qui fait peser aussi, genre, si vous ne me faites pas un rabais ou vous n'assumez pas les responsabilités à ma place, je fais péter la baraque. Donc là, on a dû à la fois le menacer et l'engraisser, il y a dû avoir la carotte et le bâton, comme toujours. Il est revenu en arrière. Donc on a soi-disant encore sauvé l'Europe pour 15 jours de plus. 15 jours de plus, on en est à 15 jours. Cette Europe qui, aujourd'hui, n'existe exactement comme sur le même principe que le salut des États-Unis d'Amérique, de l'Empire américain, en faisant marcher la planche à billets en fabriquant du faux euro pour renflouer des banques privées qui ont été ruinées par les produits financiers hautement spéculatifs des banques américaines. Il faut voir comme tout ça s'articule. C'est-à-dire qu'en dernière instance, on fabrique de la fausse monnaie qui est de l'hypothèque qui devrait être remboursée par les peuples d'Europe pour payer la dette, qui est une stratégie usuraire pure et simple, des banques de Wall Street. Donc il faut voir comment tout ça est bouclé. Tout ça par la trahison et le relais de nos responsables politiques, qui soit sont des parfaits imbéciles qui ne comprennent rien aux mécaniques économico-monétaires, comme Zemmour me l'a avoué par un mail que je t'ai fait lire tout à l'heure. Parce que Zemmour disait, petite parenthèse, la loi de 73, ça a été mis en place pour bloquer l'inflation, parce que ça évitait que les gouvernements fassent marcher la planche à billets. Alors là, Zemmour vient de m'admettre qu'il ne connaissait rien à l'économie. Il a fait Sciences Po, il bosse au Figaro. C'est bien de l'admettre. Alors, il faut qu'il sache, on l'a démontré, que l'inflation n'a jamais été arrêtée après la loi de 73. Au contraire, elle a fait que monter. Alors, j'ai tapé inflation sur Internet, je suis tombé sur franceinflation.com. Site, avec des statistiques archi-officielles. Vous avez le graphique sous les yeux. Et je vais vous lire les chiffres précis de l'inflation. Donc, je commence en 63. Donc, en 63, taux d'inflation 4,8%. Ensuite, 3,4, 2,5, 2,7, 2,7, 4,5, 6,5, 5,2, 5,7, 6,2, et on arrive en 73 à 9,2%. Ce qui donne donc un taux d'inflation moyen sur la période de 10 ans de 5%. Et après 73, nous arrivons donc, la loi est donc passée, soi-disant pour réduire l'inflation, et nous avons 74 avec 13,7% d'inflation. 75, c'est 11,8, puis 9,6, 9,4, 9,1, 10,8, 13,6, 13,4%, 11,8% et 83, 9,6%. Autrement dit, une inflation moyenne de 11% dans les 10 ans qui ont suivi la loi de 73. Donc, quand on nous explique que cette loi de 73 a été faite parce qu'il y avait trop d'inflation
Et pour la réduire, on se fout de notre gueule, tout simplement. Et que de toute façon, retirer à l'État le pouvoir régalien de battre monnaie et effectivement de faire marcher la planche à billets, retirer ce pouvoir de la main de l'État et de la Banque centrale sous contrôle de l'État, c'est pas arrêter la planche à billets, c'est transférer ce privilège aux banques privées. Et aujourd'hui, si M. Zemmour, qui est un camarade par ailleurs, veut bien essayer de s'ouvrir un peu l'esprit, ceux qui détiennent le pouvoir à travers la BCE ne font que de la planche à billets, exactement comme la Réserve fédérale américaine et le Trésor américain ne font que de la planche à billets. Donc, supprimer ce pouvoir de l'État, ça consiste simplement à privatiser la planche à billets, et avec la suppression de la loi 73, on a eu la dette, ce qu'il n'y avait pas avant, et la planche à billets, puisque maintenant, pour payer cette dette exponentielle, on fait marcher à mort la planche à billets. C'est-à-dire qu'au bout du truc, avec la loi de 73, loi Giscard, Pompidou, Rothschild, effectivement, nous avons et la dette exponentielle et la planche à billets exponentielle pour, répondre à cette fuite en avant de la dette, qui, si on veut le comprendre avec un petit cerveau de ménagère, c'est qu'effectivement, pour rembourser un crédit irremboursable, on reprend un crédit. Ce crédit, étant donné qu'on a de moins en moins de garanties à faire valoir et d'un taux de plus en plus élevé, c'est ce qu'on appelle le système des AAA, des sociétés privées, effectivement, qui participent à toute l'arnaque globale de Wall Street. Normalement, chez nous, le AAA, c'est pour l'andouillette. Normalement, on n'en a rien à foutre qu'une société privée américaine nous fasse du AAA ou du AA, alors que c'est un avis privé garanti par rien et qui n'engage rien. C'est-à-dire que normalement, que ce soit des sociétés de notation privées qui fassent du AAA, c'est-à-dire qui décident de la montée du taux d'intérêt des emprunts qu'on est obligé de faire pour rembourser des emprunts qu'on ne peut déjà plus rembourser, c'est-à-dire que c'est la logique même de ce qu'on a appelé le surendettement des ménages. On a fait tomber tous les pays d'Europe de force, par des lois qui sont passées par la corruption des élites politiques et le mensonge des économistes à la botte. On a fait tomber ces États dans le surendettement forcé pour à la fin pouvoir les racheter à l'euro de papier symbolique ou au franc symbolique par la garantie hypothécaire qui ne sont jamais transposées aux États que les émissions de bons du Trésor. Alors je sais bien que tout ça est trop compliqué pour le petit cerveau d'Éric Zemmour, qui n'est jamais qu'un journaliste, qui n'a pas ma puissance intellectuelle, et qui n'est jamais qu'un journaliste de droite du Figaro qui a fait Sciences Po. Mais j'aimerais bien qu'il se penche un peu sur cette réalité, parce qu'on ne peut rien comprendre à l'économie et au projet de domination mondiale du nouvel ordre mondial si on ne comprend rien à la création monétaire et à l'histoire de la monnaie, et notamment à la mise en place progressive, totale et totalitaire de la monnaie scriptuaire, fiduciaire et papier uniquement. Et pour ça, il faut s'intéresser aux travaux du seul grand économiste, à mon avis, aujourd'hui, qui est crédible, qui est Antal Fekete, qui lui est un mathématicien de formation, ce qui fait qu'il n'est pas fasciné par l'axiomatisation et les maths appliquées à l'économie, comme tous les connards post-keynésiens, dont l'escroc en chef est Friedman, historiquement, et qui comprennent effectivement que nous sommes dans un monde de faux monnayeurs et de racketteurs, qui finalement, quand on ramène tout ça à sa simple expression, c'est-à-dire avec un peu de virilité intellectuelle, ressemble un peu à ce qui est parfaitement bien décrit dans une pièce de Shakespeare, qui n'est pas, à mon avis, un dramaturge de troisième zone, et qui s'appelle Le Marchand de Venise. Voilà. C'est-à-dire le personnage de Shylock, et la logique de Shylock. Voilà. Nous sommes là-dedans, c'est-à-dire que quand nous avons la capacité intellectuelle de ramener tout ça à sa simple expression et à son origine motrice, puisque c'est de la sophistication et la complexité, peut se ramener par un travail d'analyse à finalement un principe initial, je dirais, pervers et frauduleux, qui est finalement la loi de 71, qui est la suppression de tout référent à quoi que ce soit de réel et de richesse réelle de la monnaie papier, qui normalement n'a d'existence parce qu'elle fait référence à quelque chose qui est un étalon métallique ou bimétallique hors argent, ou hors tout court, ou hors argent, et que dès lors que cette monnaie est une monnaie sans référent, interdite de tout référent, purement flottante, elle peut se permettre effectivement de partir dans des bulles exponentielles qui sont ce qui s'est passé depuis 71, et la guerre, ce que décrit assez bien Jovanovic, elle est celle-là en ce moment, c'est qu'on a sorti l'or, qui est le référent et le sérieux, qui permet à une monnaie papier d'avoir un sens, sinon elle est une pure escroquerie. On a non seulement détaché le référent or, mais on a interdit à l'or d'exister dans l'économie monde, et on l'a obligé d'aller se cacher sous les matelas des particuliers. On a obligé les États, quand ils intègrent le FMI, à se défaire de leur stock d'or et à le vendre sur le marché privé pour faire baisser l'or, parce que finalement, faire baisser l'or, c'est cacher un peu plus longtemps que la monnaie papier, que ce soit le dollar aujourd'hui et l'euro demain, ne vaut rien.
et on est simplement dans une fuite en avant et une cavalerie où on retarde le moment de la découverte ultime que ces piles de milliards de papiers n'existent pas, ne valent rien. C'est-à-dire que la dette n'existe pas, c'est une bulle d'escroquerie totale, mais qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'on peut l'annuler instantanément, mais que comme elle est admise comme pouvoir politique, elle permet par une escroquerie qui est typiquement l'escroquerie de l'usurier, tel que le décrit Shakespeare, le transfert total de toutes les richesses du monde à ceux qui ont monté l'arnaque et la combine. Donc soit à un moment donné on acceptera par ce montage purement kabbaliste, le transfert de toutes les richesses du monde. Ça va commencer par la Grèce, qui est un symbole, c'est-à-dire ses ports, ses aéroports, ses îles, ses monuments historiques aux usuriers de Wall Street. Soit on va accepter ça, soit on va dire non par un acte politique, et on va simplement remettre le monde réel à la place du monde virtuel par la réinstauration du référent monétaire qui est l'or, réintroduire l'or dans le système alors qu'il est sorti du système, dégonfler totalement cette baudriche et remettre à leur place, c'est le moindre chose qu'on peut faire, ces escrocs qui ont tenté de prendre le contrôle du monde par, un montage qui est une pure chutzpah, une pure escroquerie verbale. Hein, voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que les banquiers sont de purs escrocs qui nous tiennent par un baratin qui est du vent, baratin kabbaliste, et qui cache par ce baratin la réalité du monde qui a hérité de la richesse réelle et de la pauvreté réelle, et de la cause de la richesse réelle et de la pauvreté réelle. Hein. Et c'est comme un peu le principe de l'hologramme qui peut disparaître en une seconde. Tout ça découlera d'une décision politique et virile qui ne peut passer que par une prise de conscience des peuples et des élites légitimes, et qui sera simplement, l'annulation pratiquement immédiate de tout ce système qui s'est monté progressivement. Là, il faut s'intéresser aux écrits de Paul Grignon sur l'argent-dette, à travers quand la banque, qui était au départ un système vertueux qui a permis la croissance de la Renaissance, est devenue un système pervers, de plus en plus pervers, de plus en plus abstrait, de plus mensonger, et qui a amené aux produits financiers hyper spéculatifs de Wall Street à la dépossession totale du trésor américain par la mise en place de la Réserve fédérale américaine, qui s'est finalement, sur ce modèle-là, s'est fait finalement par la loi de 73, puis par la BCE, Maastricht, puis Lisbonne, effectivement l'extension de ce montage, la tentative d'imposer ce montage au monde entier, et que ce soit exactement comme dans mon livre, Demain la gouvernance globale ou la révolte des nations, le retour à la réalité des peuples, des nations, de la richesse réelle, de la production réelle et du partage réel du travail et des richesses, par une révolution globale qui sera une révolution des peuples et des nations, qui peuvent d'ailleurs s'associer pour se libérer de cette escroquerie globale, et qui passera par la disqualification symbolique, politique et même peut-être physique de cette oligarchie mondiale qu'il faut bien définir au niveau de sa morale, de sa constitution ethnico-confessionnelle, de ses valeurs, de ses référents, de sa vision du monde, de son projet, etc. Et là, ça revient à ce que je dis tout à l'heure. Ces gens-là nous amènent à la Troisième Guerre mondiale, à l'esclavage généralisé, à la captation totale des richesses par un tout petit nombre, à travers un montage qui est une pure arnaque, kabbaliste, c'est-à-dire des mots. Au début était le verbe. Non. C'est la déconnexion totale, exactement comme chez les déconstructionnistes et les escrocs qu'on a vu arriver à l'époque de Derrida, du signifiant et du signifié, c'est-à-dire la négation totale du signifié, c'est-à-dire du référent, c'est-à-dire du réel, au profit de la magie du signifiant, c'est-à-dire de l'embrouille, qui est une embrouille, sophistique, c'est-à-dire du baratin, le baratin des Attali, des Minc, le baratin de la finance mondiale, le baratin des économistes de l'école friedmanienne, etc. Voilà. Tout ça est très bien décrit par ce grand économiste viril qui est Fekete. Voilà, il faut lire Fekete. Et là, à un moment donné, c'est simplement se réveiller, se rendre compte que nous avons une poignée d'escrocs qui sont en train de nous réduire en esclavage et de nous voler la totalité de nos travail et nos richesses, qui sont effectivement, comme le décrivent aujourd'hui les indignés américains, les vrais 1%, eux s'appellent les 99%, et que ce sont finalement des nains cachés derrière des consoles holographiques qui mettent en scène effectivement des choses comme l'islam radical, le 11 septembre, etc. Et qu'à un moment donné, si on fait revenir le réel dans tout ça, on voit une poignée de nains grotesques. On les a, ces nains grotesques, on voit à la main que dans sa réalité physique, et qu'il suffit de dire, on leur fait bouh comme ça, et ils se sauvent en courant, ils vont se cacher dans leur trou dont ils n'auraient jamais dû sortir. Voilà. Ce sera peut-être même pas la peine de faire plus que bouh, bouh.
Sauve-toi, vilain petit diablotin, tu vois. Parce que c'est de la petite merde, vous voyez, c'est rien. Voilà. Et ces petits riens sont en train de réduire le monde en esclavage, de voler la richesse du monde du travail, et de nous amener, par leurs mensonges, leur avidité, leur haine et leur stupidité diabolique, à la Troisième Guerre mondiale, qui ne fera pas 20 millions de morts comme la première, ou 50 millions de morts comme la deuxième, mais qui peut monter à une échelle de 500 millions de morts, ce qui ne les gêne pas du tout quand on lit les écrits de Rockefeller, très bien montrés par Rousseau. You know, Nick and I discussed many things. One of the things we discussed, or he brought up in conversation, was reducing world population, and felt that there were too many people in the world. In a way, I agree. There are too many people in the world, but I don't think I have the authority to say who's going to die and who's not going to die, you know. But they felt that they wanted to reduce world population, and he felt that it should be reduced by half. Well, what it is remember, we were friends, and he used to come to my house a lot. We'd have dinner, we'd talk. And he'd tell me about business investments that he'd get involved in, you know, or they would help me with this business investment or that business investment. And was I interested in joining the Council on Foreign Relations? You know, I would have to get a letter to join them, but was I interested in that? And I used to say to him that I never really did that because that wasn't where I was coming from. You know, as much as I like you, Nick, you know, your ways and my ways, we're on the opposite side of the fence. You know, I don't believe in enslaving people, you know, and he would come back with, oh, I do? Or? Well, it would be more like, you know... It's better for them. Well, it's more like, you know, how do I put it? It was like, what do you care about them? What do you care about those people? What difference does it make to you? Take care of your own life. Do the best you can for you and your family. What do the rest of the people mean to you? They don't mean anything to you. They're just serfs. They're just people. You know, it was just a lack of caring, you know, and that's just not who I was. It was just sort of like cold, you know. It was just like cold, you know. And I used to say to him, what's the point of all this? You have all the money in the world you need. You have all the power you need. What's the point? You know, what's the end goal? C'est voilà ce tandem satanique où on retrouve effectivement deux grandes familles et deux grandes figures tutélaires, les Rockefeller et les Rothschild. Cette alliance dont je parle, vétérotestamentaire, impériale, dont je parle dans mon bouquin, dont je parle depuis un certain temps, que certains voient très bien, que d'autres ne veulent pas voir, mais qui s'impose à nous de plus en plus fortement. Voilà. Alors déjà, il faut le dire, l'Union européenne est morte. L'euro va éclater. Il ne peut plus exister. Ce projet de l'Union européenne que Asselineau décrit très bien était un projet de mathématicien kabbaliste fou. C'était exactement comme si vous preniez la carte de l'Europe avec des montagnes, des vallées, des endroits en Hollande qui sont au-dessous du niveau de la mer et d'autres qui sont à 3000 km. Je fais une métaphore. Hein, et de tout arriver en 25 ans à niveler pour que tout soit à 27,50 mètres. L'Union européenne ne pouvait exister que si tous les pays de l'Union européenne, qui sont 27, avec les 6 c'était déjà difficile, avec les 27 ça veut dire, avaient tous le même, je dirais, le même type d'économie, c'est-à-dire le même niveau de production, le même niveau de protection sociale, le même niveau de développement industriel, etc. Sinon, c'était une absurdité, ou alors il fallait à marche forcée, par un travail de nivellement et de compensation, en 25 ans, les amener tous au même niveau, ce qui est strictement délirant. Ça a été essayé de faire un peu par les espèces de courbages du concombre délirant qui faisait qu'on se moquait de ce crétin qui s'appelle Delors. Effectivement, c'était sa vision. C'était en fait amener la réalité dont j'ai parlé juste avant, qui est une réalité complexe et protéiforme, qui rejoint la théorie des plis dont parlait à la fin de sa vie Deleuze, c'est-à-dire le monde de René Thom, hein, voilà, le monde de la topologie et du monde réel, à le ramener à l'espace univers et comment dire, à l'espace idéal des nombres euclidiens, vous voyez, c'est-à-dire un univers isomorphe et plan où tout est pareil partout, ce qui demande de ne rien comprendre au monde réel ou à la logique dialectique de Hegel, etc. Voilà. Et cette vision-là est gentillette quand elle bricole sur des petites des petites monographies d'économie, de mathématiques appliquées à l'économie pour des tout petits trucs, hein, des petites modélisations mathématiques, c'est utile. Mais quand ça se prétend avec une vision du monde qui se substitue à la complexité du monde réel, multidimensionnel, et que ça veut
non pas admettre que le monde prime sur sa représentation, mais amener cette représentation mathématique du monde, amener le monde à sa représentation, c'est-à-dire c'est une inversion totale de sens, c'est-à-dire nous décrétons que les mathématiques sont très utiles pour comprendre le monde, mais comme le monde est plus complexe que cet univers idéal des nombres et que ce n'est pas un espace euclidien, nous allons donc faire en sorte qu'il le devienne, c'est-à-dire raboter les montagnes, assécher les rivières, rendre le monde absolument plan et isomorphe, puisque les mathématiques deviennent la réalité anthropologique, et non pas un outil de compréhension. Voilà un outil, c'est-à-dire que là il y a un truc de délire d'apprenti sorcier, mais qui rejoint beaucoup le monde, de la Kabbale, où d'un seul coup le verbe et le nombre remplacent le monde et s'y substituent et permettent de régner sur lui. On voit cette déviation. Donc on comprend aujourd'hui, pour revenir au sujet, c'est compliqué, l'Europe n'existe pas, elle n'a jamais existé. Le masque est en train de tomber. L'Europe, c'est-à-dire l'Union européenne. L'Europe, le continent européen, la collaboration des nations européennes, l'histoire commune européenne. Là, je me renvoie à De Benoît, il n'y a pas de problème, à Spengler, si vous voulez. Ça existe, bien évidemment, et ça existait hier, ça existera demain. Et c'est à cette Europe-là qu'il faut qu'on revienne. L'Europe réelle. Voilà. Pas l'Europe délirante, dingote, des technocrates de Bruxelles et de tous leurs soumis affidés, etc. Donc l'Europe est morte, l'Union européenne est morte, l'euro va disparaître, car aujourd'hui, qui peut respecter les critères de convergence imposés par l'Union européenne? Même pas la Slovénie ou quoi que ce soit des 27 États, mais même plus l'Italie, c'est-à-dire que même pas le groupe des 6 du départ, ne peuvent finalement, et même pas la France, ne peuvent finalement correspondre à ces critères que l'Allemagne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, seule l'Allemagne peut incarner le projet européen. Donc en fait, on se rend compte que l'euro, s'il doit subsister, sera ce qu'il a toujours été en réalité, c'est-à-dire le marque déguisé, qui est une monnaie qui correspond à la puissance, je dirais, industrielle et de production de richesses réelles du capitalisme rhénan, mais que ne peut suivre aucun autre pays d'Europe. Donc là, il y avait deux stratégies d'ailleurs à l'époque. C'est soit on subissait la puissance de l'euro Reichsmark, et ça pénalisait à peu près, ça nous mettait tous à poil économiquement, sauf l'Allemagne. Maintenant, l'Allemagne est obligée de payer pour l'appauvrissement des autres, donc ça n'intéresse plus non plus. Soit on faisait comme l'Angleterre, et là je montre du doigt tous les menteurs, tous les commentateurs menteurs et stupides de la question européenne. On dit on ne peut pas être dans l'euro sans être dans l'Europe sans être dans l'euro. Et l'Angleterre, elle est où l'Angleterre? Elle n'est pas dans l'Europe et pas dans l'euro. L'Angleterre, dont la réalité est la City, est bien dans l'Union européenne sans être dans l'euro, parce qu'ils savaient exactement à quel point ça les aurait baisés et amputés, sachant que la vraie capitale mondiale du capitalisme spéculatif impérial, dont finalement Wall Street n'est peut-être qu'une succursale, c'est la City. L'Angleterre a toujours refusé de rentrer dans l'euro, parce que c'était détruire ce qu'est la City, pour ceux qui le comprennent. Et l'Angleterre est bien dans l'Europe sans être dans l'euro, effectivement, pour pouvoir gagner sur tous les terrains. Je ne parle pas du peuple anglais qui l'a dans le cul de A à Z, je parle de la City qui est l'empire anglais dans sa réalité, c'est-à-dire la jonction de la famille d'Angleterre et de la banque, telle que je la définis dans mon livre, qui a beaucoup à voir avec effectivement le moment où Henri VIII tourne le dos au catholicisme et crée cette espèce de truc qui s'appelle l'anglicanisme, avec l'aide d'ailleurs de certains rabbins vénitiens. Il y a toujours des accompagnateurs. Dès qu'on peut foutre en l'air l'unité catholique de l'Europe, il y a toujours des gens pour venir aider à la division pour régner, etc. Tout ça est interconnecté. Donc, soit aujourd'hui on est l'Allemagne, et effectivement, on peut dire l'Europe avait un intérêt, mais maintenant ça n'en a plus, parce qu'il faut... je vous signale qu'à la dernière réunion, l'Amérique et Sarkozy ont demandé, pour que la fausse monnaie qu'on est en train de créer pour renflouer quelque chose de pas renflouable, pour qu'elle ait une crédibilité, on a demandé à l'Allemagne d'engager ses stocks d'or. On ne vous en parlera pas trop. Elle a évidemment refusé. Donc aujourd'hui, l'Europe est morte parce que de toute façon c'était l'Europe allemande et que l'Allemande n'en veut plus parce qu'il faudrait maintenant qu'elle soutienne ceux qui ne peuvent pas suivre, alors qu'avant elle les avait simplement baisés sur le plan de la compétition économique. L'Angleterre n'a jamais été dans l'Europe, elle n'a jamais été que le cheval de Troie de la destruction du projet européen de De Gaulle, pour que ça devienne effectivement le cheval de Troie du mondialisme impérial. Donc l'Angleterre a toujours joué son rôle de perfide Albion. Donc aujourd'hui, l'Europe est morte. Soit on est l'Angleterre, soit on est l'Allemagne, mais de toute façon, sinon l'Europe n'a aucun intérêt pour personne, et surtout pas pour la France. Je fais d'ailleurs une parenthèse sur les stocks d'or. L'Allemagne a refusé d'engager ses stocks d'or pour rendre un peu crédibles les piles de fausses monnaies qui sont en train de créer, la fameuse planche à billets que la loi 73
aurait soi-disant empêché, là c'est une petite parenthèse Zemmour, petite quenelle zemmourienne, pour donner un peu de crédibilité à cette pile de fausse monnaie qui est jamais que de la cavalerie et du reculer pour mieux sauter dans la logique de la dette. On avait demandé effectivement à l'Allemagne d'engager un peu ses stocks d'or, elle a refusé, elle l'a bien fait. Je fais remarquer que Sarkozy, notre président traître, originaire de la famille malade Salonique, c'est-à-dire voilà, c'est une espèce de Hongrois, enfin voilà, il n'est pas français, c'est un agent américain, ça c'est sûr, un agent impérial, c'est certain. Je suis pas sûr qu'il ait l'intelligence pour comprendre le niveau de sa félonie, parce que jamais qu'un avocat de deuxième zone, il n'a pas de formation, c'est juste un menteur, marchand de cravate, comme le disait Le Pen, c'est un menteur professionnel. Il a la chutzpah, disait, je crois, l'oligarchie américaine quand ils l'ont adoubé. C'est-à-dire la capacité de mentir et de faire le guignol, mais là il est grotesque, on a vu comment il avait été humilié. On a vu, on va montrer les images, comment il a été humilié par les Chinois, par les Américains, par les Allemands. Il est important, en tout cas pour Nicolas Sarkozy, de s'afficher avec tous les plus grands de ce monde. Une poignée de main franche, sourire jusqu'aux oreilles. L'arrivée de Barack Obama donne de belles images avant même l'ouverture du G20. Un peu comme la galerie des glaces de Versailles. Hein. Dans toutes les télévisions, il pourra se regarder et se voir immense, et qu'on le voit immense. Hein. Et alors, il peut y avoir des anicroches, hein, comme on a pu le constater avec le président chinois. Le président chinois qui l'a fait attendre près de 10 minutes, hein, une question de protocole, mais la moindre anicroche prend des significations lourdes. Alors voilà, Nicolas, regardez ça, c'est un moment délicat. Comment subir ça alors que vous êtes filmé? 10 minutes, c'est interminable. Ah, c'est interminable. C'est ce qu'on appelle le supplice chinois, je crois. La photo de famille. Bon bah, copains comme cochons, et nous? Tout seul. Du coup, il va chercher du réconfort auprès du Chinois. Président où? Et voici le vent du jour. Est-ce qu'on peut revoir le vent d'un autre angle, s'il vous plaît? Ah oui, hein, c'est bien en vent. Hein. On a un autre angle, s'il vous plaît? Ah oui, c'est en vent. Hein. Donc je fais remarquer que Sarkozy est un traître à la France, non seulement parce qu'il a réintégré l'OTAN en trahissant l'indépendance de Gaulle, c'est un traître à la France parce qu'il a détruit l'armée française de manière à ce qu'il n'ait plus sa capacité d'exister pour elle-même et par elle-même au niveau de sa capacité de projection logistique. Et on a bien vu en Libye qu'on est devenus les supplétifs, les tirailleurs sénégalais de l'armée américaine, qui elle-même est une armée, les tirailleurs sénégalais de la logique impériale, hein, c'est-à-dire finalement c'est les auxiliaires du projet sioniste. Hein. Une troisième trahison de Sarkozy qui n'est pas souvent montrée du doigt, les destructions du Quai d'Orsay, bien évidemment, avec l'épisode Kouchner, autre Sayanim, c'est-à-dire agent israélien, qui a intégré l'appareil d'État sous Sarkozy, sous la pseudo-ouverture à gauche, qui était en fait l'union sacrée et la réconciliation poi-poi de tous les agents sionistes français, qu'ils soient de gauche ou de droite, puisque cette vision sioniste transcende la gauche et la droite, il n'y a aucun problème, on a pu le vérifier à travers la trajectoire de tous les gauchos-trotskistes communautaires depuis mai 68. Donc la trahison de Sarkozy s'est aussi passée au niveau justement de l'or. Depuis que Sarkozy est ministre des Finances, donc c'est bien avant même qu'il soit président, il a plusieurs fois en douce vendu une partie des stocks d'or de la France, ce qui est fondamental, hein, d'avoir des stocks d'or pour, à un moment donné, pour exister au moment où il y aura le chaos, au moment où toutes les économies, comment dirais-je, les monnaies papier vont s'écrouler, ceux qui pourront exister, faire un peu et montrer un peu leur existence, leur puissance de réaction et de salut par rapport à ce chaos généralisé, seront ceux qui ont de l'or, les particuliers et les États. Ça fait 3 ou 4 fois en 12 que Sarkozy vend de l'or français à la baisse, alors que l'or, sans aucun intérêt pour la France, pour soutenir le dollar, c'est-à-dire la fausse monnaie papier de Wall Street. L'or de la France vendu par Sarkozy suite. Alors, problème de liquidité, encore et toujours cette même question. Oui. Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question? Ou une obligation de maintenir le cours de l'or très bas? On le sait. Toujours est-il que la Banque de France, elle, a vendu 56 tonnes de notre or en début d'année 2010, donc pour 1,3 milliard d'euros. Nous apprend la Tribune. Merci à M. Boisson qui nous fait suivre cette information. Rappelons une nouvelle fois que Nicolas Sarkozy, alors ministre du Budget, avait lui aussi vendu 600 tonnes d'or des Français pour acheter des billets Monopoly, des dollars
dollars et un peu de yens. Et M. Boisson ajoute qu'il reste donc dans les caves à Roquefort 2379 tonnes d'or. Voilà, donc ils sont contents, ils ont gagné des sous. Voilà. Mais moi, je sais pas, pourquoi la Banque de France se sont-elles obligées de vendre 56 tonnes d'or alors qu'en ce moment l'or augmente en permanence? Et pourquoi Nicolas Sarkozy a-t-il vendu les 600 tonnes d'or des Français, de notre or? Seul De Gaulle a envoyé la Marine nationale à récupérer les lingots d'or. Hein, il l'avait vu avant lui. Hein, il voyait bien que les mecs, ils impriment autant de dollars qu'ils voulaient. Et je crois qu'il y a l'Espagne aussi qui a récupéré ces lingots d'or. Et c'est tout. C'est les deux seuls pays qui ont récupéré leurs lingots d'or. De Gaulle a pris tous les dollars qu'il y avait en France dans toutes les banques, etc. Il a tout envoyé aux États-Unis. Il a récupéré les lingots d'or qui sont à la Banque de France et que Sarkozy a vendu. Merci. Il faut se rappeler que quand Pétain a signé l'armistice, il a fait tout ce qu'il a pu pour que l'or de la France, le trésor français qui est l'or, échappe à l'Allemagne. Il faut regarder cet épisode. Il a sauvé l'or français. Pétain l'a fait. De Gaulle, quand sous les conseils de Friedman, Nixon a aboli la convertibilité du dollar en or, De Gaulle a exigé que lui soit rendu tout l'équivalent or de ses stocks de dollars, et ça a été fait dans la colère américaine, mais ça a été fait. C'est une des raisons de l'éviction de Gaulle après par mai 68 et la clique judéo-trotskiste. Mais De Gaulle et Pétain ont comme point commun, ce qui prouve que c'était d'authentiques patriotes dans le fond, ils ont sauvé l'or français. Sarkozy, lui, ça fait 4 fois qu'il liquide de l'or français pour soutenir notre pire ennemi qui est le dollar papier. Voilà. Donc voilà, sur le critère qui est fondamental de la défense d'un pays, de sa richesse et de son ennemi qui est l'or, Sarkozy est un traître et il faudra un jour qu'il s'explique sur ce vilipendage du trésor français. Voilà. Alors François Hollande, c'est difficile de dire parce que c'est rien, quoi. C'est le DSK du pauvre. Il se trouve que l'Empire avait prévu d'amener DSK au pouvoir, il avait été mis au FMI avant, donc il avait la formation, les dossiers pour parachever la soumission de la France à l'Empire mondialiste. Il aurait été Gauleiter de la France, qui est complètement cohérent comme succession de patron du FMI, puisque le FMI est le système de mise à mort et de mise au pas des États par la logique bancaire mondialiste. Et il se trouve que ce type, par ailleurs, c'est là où je dis que l'histoire n'est pas écrite et qu'il y a des accidents. Tout était prévu pour qu'il soit le prochain Gauleiter de la province France de l'Empire. Il le dit lui-même aujourd'hui. Il y a des connards, il y a des amis aussi qui me disaient non, il ira peut-être pas, c'est pas sûr, il veut pas y aller. Il avait même pas le choix, il était programmé. Il se trouve que par ailleurs, c'était un amateur de putain à un niveau délirant. DSK a chuté parce qu'il a confondu Sarcelles et New York. Il est mort. Alors après, il a fallu vite trouver un remplaçant, sachant que l'Empire, comme je l'ai dit, veut une alternance, veut la gauche. Et à l'époque, il pensait mettre Marine en face parce que c'était mieux, c'était sûr, effectivement, l'union sacrée, Mélenchon et Besancenot qui appelaient à voter face à la menace fasciste pour le patron du FMI, ça permettait de supporter leurs contradictions, enfin voilà, tout ce théâtre était en place. Il a fallu trouver une stratégie de rechange vite fait. Donc ils ont trouvé Hollande, un type qui n'est pas prêt du tout, flambi, une patte molle, une patte hollandaise. Là il attend finalement que Sarkozy dégage. Alors là ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu que Sarkozy au G20 avait été humilié par les Chinois, humilié par les Allemands, humilié par les Américains. On a l'impression effectivement que l'Empire mondialiste a déjà décidé que Sarkozy était un président one-shot, c'est-à-dire qu'il porte sur lui toute la merde qu'il a été payé pour accomplir. On l'a dit au début d'interview, et il vaut mieux qu'il dégage. Sa réélection serait une catastrophe, à mon avis, pour qu'il y ait un état de grâce, une alternance, les cons des lecteurs français qui se disent « J'en ai marre de Sarkozy, il m'a baisé, je vais peut-être revoter Hollande », comme si Hollande était une alternative nouvelle, un sauveur, alors qu'il a ratifié toutes les merdes qu'a ratifié également Sarkozy et l'UMP, Europe, machin, truc, il est sioniste comme les autres. Il est de tous les tapinages, c'est la même chose, quoi. Il a une tête inexistante, enfin, je veux dire, il y a vraiment une symbolique du physique. Qu'on ait aujourd'hui comme proposition de président de la République, Flamby, une patte hollandaise molle, qui n'existe pas, ça veut dire que les politiques, à force de soumission, on n'a plus que des merdes, quoi. On n'a même plus un Clémenceau, un De Gaulle, même un Mitterrand, qui étaient des roublards, des mecs qui avaient une épaisseur, qui avaient une culture. On a des espèces de petits
petite merde sortie de Sciences Po et de l'ENA, qui physiquement, on dirait un espèce de chat coupé. Enfin, je veux dire, voilà, on a l'impression... et ça serait le président de la République française, c'est-à-dire que d'une des plus vieilles nations du monde, de quelque chose qui a été la grande nation, qui existe depuis le baptême de Clovis, exactement comme le patron du CNT, une espèce de merde, un ancien ministre de Kadhafi. Kadhafi avait un physique, une stature. On voit que le mec, c'est une petite merde avec une cravate, un étron, quoi, je veux dire, un étron sec, je veux dire, de traître, de tapin multirécidiviste. On n'a plus que ça comme personnel politique pour incarner les nations sous ce règne de l'Empire. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est une symbolique très forte. Parce qu'un homme ne peut pas accepter ce niveau de soumission et de bassesse. Même De Gaulle qui a transigé, même Mitterrand qui a transigé, quand Mitterrand a dit « je ne m'abaisserai pas en ne reconnaissant pas la responsabilité de l'État français dans le Veldiv », qui était une énième opération de raquette de la communauté qu'il avait mise au pouvoir et qu'il avait amené au pouvoir aussi, de réciprocité. Et là, quand Gaël Kabash est venu lui dire « mais tu sais à quoi tu t'attends en n'acceptant pas de signer cet énième chèque en blanc », et là, il a eu la gueule du mec qui dit « je n'irai pas au-delà de ça hein ». On voit bien que d'ici au mois de juillet, on va encore vous redemander que la France présente des excuses pour ce qui s'est passé à Vichy. Votre position est toujours la même. Ils attendront longtemps, ils n'en auront pas. La France n'a pas d'excuses à donner, ni la République. À aucun moment je ne l'accepterai. Je considère que c'est une demande excessive de gens qui ne sentent pas profondément ce que c'est que d'être français, l'honneur d'être français et l'honneur de l'histoire de France. Et vous recommanderiez à vos successeurs, s'ils sont de droite, d'adopter la même attitude. Ils feront ce qu'ils veulent, mais bien sûr. Pas de recommandation à faire. Non, mais parce que la pression va se faire également sur eux. Dans 100 ans, peut-être aussi encore. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'entretien de la haine. Et ce n'est pas la haine qui doit gouverner la France. Et De Gaulle, novembre 67, qui avait pourtant... on ne pouvait pas le soupçonner d'avoir mal agi et mal pensé, c'est quand même le sauveur de ceux qu'on n'a pas le droit de nommer en 40-44, quand en 67 il en a marre de voir que les services secrets, la haute hiérarchie militaire issue de la 4e République trahit ses ordres, trahit les intérêts de la France et tapine directement pour Israël avec l'opération des frégates de Cherbourg, qui est un camouflet incroyable, et une opération de haute trahison, il tape du poing sur la table en novembre 67 parce qu'il dit « je veux bien ne pas vous persécuter, je veux bien vous respecter, je veux bien vous donner votre part totale dans la France avec Michel Debré, machin, etc. J'ai combattu Hitler qui, lui, finalement, était le dingo dont vous aviez besoin, etc. Mais je n'irai pas au-delà, car là, voilà. Et qui est-ce qui a sauté, lui hein, voilà. Et il y a eu il faut bien le rappeler, le copain de Jean-Paul Sartre, là, son alter ego de la droite honnête, Raymond Aron, qui a bien sorti, qui est un peu le Marc Bloch, l'assimilé, le Zemmour de l'époque, qui a bien sorti un bouquin, De Gaulle, Israël et les Juifs, pour le traiter d'antisémite. Qui veut bien, évidemment, que le grand patriote laïque, effectivement, d'origine juive, soi-disant, dès qu'on touche un peu à la sacralité de sa communauté éminemment religieuse dans ses fondements, se révèle pour ce qu'il est. Hein, voilà.